Bonjour à tous, bonjour à toutes. Si vous ne me voyez pas très bien, n'hésitez pas à vous déplacer, à vous avancer. Moi, je bougerai un petit peu aussi. Alors, j'ai qu'un seul micro et il est à fil, donc ça ne m'arrange pas. Puisque la conférence va se présenter en 2 temps. Il y aura une première partie où je vais vous présenter rapidement ce qu'est la communication animale. Et en deuxième temps, ce sera sous forme de questions et réponses, c'est-à-dire que là, c'est vous qui amènerez en fait le fil de la discussion. Et donc là, ça va être un peu problématique avec le fil, mais bon, on arrivera à se dépatouiller, ne vous inquiétez pas. Si vous le souhaitez, donc il y a des petites cartes qui sont là, sinon ça sera sur le stand CS10, donc qui est un tout petit peu plus loin dans cette direction. Donc je vous remercie déjà d'être là. Est-ce que tout le monde m'entend bien dans le fond? S'il y en a qui n'entendent pas, voilà, vous faites signe help, vous faites des grands gestes. Ok. Donc je me présente Anne-Laure Dallet, vrai nom, vrai prénom, parce qu'au moins je suis sûre que je me reconnais quand on m'appelle. Je fais de la communication animale, donc comme vous tous, quand j'étais enfant, bébé. Et après, comme moins de monde, j'ai gardé ça un peu plus longtemps et j'ai réappris et je repratique et maintenant je suis professionnelle. Pourquoi je dis comme tout le monde? Parce que la communication animale, qu'est-ce que c'est? C'est un dialogue télépathique d'âme à âme avec l'animal. Alors vous dites pas tout de suite que oh là là, elle est trop branchée, je m'en vais, attendez 5 minutes. En fait, le moyen de communication intuitif, c'est ce qu'on avait quand on était nourrisson. C'est-à-dire on n'avait pas le langage gestuel, on n'avait pas le langage écrit, on n'avait pas le langage verbal. On avait simplement la seule possibilité de communiquer avec notre entourage, c'était d'envoyer des pensées et des émotions. Et finalement, ce discours-là, ce moyen de communiquer, on l'a mis de côté dans un placard parce que la société a fait que... Merci. Parce que la société a fait que on a appris justement à écrire, à lire. Et donc finalement, cet outil-là, on l'a mis de côté. Pour autant, c'est vraiment très facile à récupérer, à retrouver. Ça ne demande que de l'amour pour les animaux, uniquement ça. Puisque justement, comme on l'a déjà expérimenté bébé, c'est assez facile. Alors je ne vous dis pas que dès que vous allez réapprendre, vous allez être au top des performances. Pas du tout. C'est comme si je vous réapprenais à dessiner et finalement après, c'est en pratiquant, en dessinant que vous allez progresser et que vous allez devenir de plus en plus talentueuse. C'est pas parce que je vous apprends à dessiner avec un super beau crayon que vous allez être aussi doué que Monet, Cézanne, Picasso, etc. Il faut de la pratique. Ce que j'appelle il faut de la pratique, c'est si on veut un niveau par exemple professionnel, on estime qu'il faut à peu près 9 mois de pratique régulière, donc avec un rythme de 2 communications animales par semaine. Voilà. Donc c'est quand même un investissement dans le temps, c'est pas tiens je vais faire un stage et puis 2 jours après ça y est je suis professionnelle. Pas du tout. Et donc concrètement, comment ça se déroule? Eh bien en fait, je vais uniquement avec par exemple la photo de l'animal ou l'animal en présence, je vais avoir donc sa signature vibratoire. C'est-à-dire ses signatures vibratoires, c'est comme sa carte d'identité qui lui est propre, vraiment propre à chaque animal. Et en fonction de cette carte d'identité, je vais aller me brancher sur cet animal-là. Comme si j'étais un poste de radio et que j'allais tourner pour me mettre sur la bonne fréquence. Alors, essayez pas dans votre poste de radio dans la voiture, parce que vous n'allez pas entendre FM chat, miaou 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 miaou. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, une fois que je suis face à l'animal, je vais avoir un panel d'informations sous différents types, c'est-à-dire à la fois du visuel, donc des images, des sortes de mini-films, des scènes de vie. Je vais avoir également sous forme de sons, donc soit des sons environnants, des musiques, ou comme si l'animal me parlait. Et on peut avoir également tout ce qui est ressenti, donc douleur, là où ça correspond aux douleurs de l'animal, donc on capte les symptômes, ou également émotionnel, c'est-à-dire si l'animal est heureux, triste, joyeux, etc. On peut avoir également sous forme gustative et sous forme odorante, mais c'est quand même à un moindre niveau. C'est-à-dire que nous, notre panel, notre base de données, elle est surtout constituée au niveau visuel, ressenti et auditif. Donc c'est pour ça qu'on va aller chercher là-dedans. La communication animale, la plupart du temps, on va me demander ce genre de prestations pour des problèmes de comportement, donc tout ce qui est à thématique, donc problématique, soit problème de comportement, donc pourquoi l'animal il est malpropre, pourquoi il est peureux, pourquoi il est agressif,
Qu'est-ce qu'il souhaite dire par ce biais-là, par cette expression-là. On a également tout ce qui est animaux perdus. Donc savoir, alors, pas rechercher à tout prix l'animal parce que je lui laisse son libre arbitre. C'est-à-dire que peut-être que lui, il a décidé de vivre une partie de sa vie avec un gardien. Donc ce que j'appelle gardien, c'est l'humain qui l'accompagne. Ou une autre partie de sa vie, ça sera avec un autre gardien. Donc je ne vais pas le forcer à retourner auprès du premier. Peut-être qu'il a choisi un deuxième gardien, donc je respecte ça. Mais ça peut permettre en tout cas de savoir s'il est toujours sur ce plan-là, donc vivant, si au contraire il est décédé, qu'est-ce qu'il a à dire, etc., etc. Le troisième cas, ça va être l'accompagnement de fin de vie, qui là, à mon sens, est la seule urgence réelle. C'est-à-dire que l'animal, une fois qu'on sait qu'il est en fin de vie, donc je ne vais pas lui demander quand est-ce que tu dois partir, mais plutôt le comment il souhaite partir, quels sont un peu, pour grosso modo le truc, ça va être quelles sont ses dernières volontés. Est-ce qu'il souhaite partir tout seul dans un coin tranquille? Est-ce qu'il souhaite être accompagné de son gardien? Est-ce qu'il souhaite être accompagné par l'aide vétérinaire? On peut justement avoir accès à tout ça. On a également l'accompagnement sur la santé. Donc là, après le passage chez un vétérinaire, puisque le vétérinaire pourra gérer tout ce qui est urgence vitale, mais on peut savoir, est-ce que l'animal, il y a des symptômes peut-être qu'il a et auprès desquels on est passé à côté. Donc ça permet de recevoir les symptômes. Ah, tiens, là, j'ai mal là. Ok, l'animal, ça veut dire qu'il a mal à l'articulation au niveau de sa patte avant gauche. On a vraiment cette coïncidence qui correspond. Voilà, cette correspondance. On peut avoir aussi son retour par rapport à un traitement. Ah, est-ce que tu as des effets secondaires? Est-ce que le traitement est bien dosé ou non? Oh là là, oui, là, je capte un mal de crâne. Ok, tu as la tête qui tourne, c'est peut-être un peu trop dosé. Donc pareil, pour vous aiguiller après à aller revoir votre vétérinaire et que ça redose un peu mieux. Après, tout ce qui est autre, donc on peut aussi avoir tout ce que j'appelle message simple. Donc ça, je vous oriente, message simple, je le donne gratuitement sur YouTube, j'ai fait un tutoriel. Vous tapez Google, Anne-Laure Dallet, YouTube, vous tombez sur ma chaîne et il y a le tutoriel qui explique très très bien les choses. Mais ça va être pour prévenir l'animal d'un changement de vie. Donc soit un déménagement, un nouvel arrivé dans la fratrie, ça peut être un changement d'alimentation, un changement de rythme de vie. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est-à-dire que plus on fera le message simple avec son animal, moins on aura besoin de faire appel à moi pour un souci de comportement après. Donc ça vaut le coup. Ça peut être aussi pour des connexions animales, donc avec un animal décédé, puisque j'ai la médiumnité depuis toute petite, donc autant le mettre au service des animaux là encore. Et ça peut être aussi par rapport à un conflit entre deux animaux. Si on a deux animaux qui s'entendent pas bien, ça peut valoir le coup. Alors, si clairement le conflit il est installé et que ça fait des mois, des années qu'il est installé, j'ai pas une baguette magique, j'ai pas des petites ailes dans mon dos à être la fée Clochette. Je peux pas faire de miracle. Par contre, si le conflit est pas encore installé, là, on peut justement aboutir à un mieux dans le sens de lui dire, écoute, un tel et un tel, vous vous êtes pas bien compris, on efface tout, on recommence, on repart sur de bonnes bases. Qu'est-ce que l'un et l'autre ne supportent pas chez l'un et l'autre? Qu'est-ce que vous attendez et vice-versa? Et finalement, on fait un peu le rôle de médiateur dans ces cas-là. Voilà pour la petite présentation. Et après, donc, c'est à vous. Je vais démarrer aussi pour vous faciliter un petit peu la tâche de démarrer dans les questions. Souvent, la question que l'on me pose le plus, c'est est-ce que ça fonctionne avec tout type d'animaux? Oui. C'est-à-dire, on peut vraiment faire de la fourmi à la baleine. Moi, ça m'arrive régulièrement l'été de faire avec les moustiques. Voilà, c'est tout bête, mais pour éviter d'avoir les démangeaisons et les bouffioles, voilà, on négocie. Ouais, je suis pas dans l'optique de tuer les animaux, même les moustiques ou les araignées. Donc les araignées, par exemple, je négocie pour qu'elles soient chez moi, d'accord, mais c'est une zone de transit, vous avez le droit de rester que maximum 15 jours. Voilà. Après, je les mets dehors. Le moustique, pareil, je négocie, tu me piques pas, tu me laisses tranquille dormir cette nuit, et dans ces cas-là, je te redonne ta liberté, t'es bien vivant demain matin. Voilà. Et ça marche. Ça marche. Donc voilà, on arrive quand même à avoir un dialogue qui est, je dirais, hors norme par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans la société. Mais je vous rassure, des comme moi, il y en a de plus en plus. Donc si vous me considérez comme folle, on est de plus en plus de fous. Donc, et tout se passe bien.
Est-ce que vous avez des questions ? Je suis sûre qu'il y en a. Alors, n'hésitez pas parce que 50 minutes, ça passe très très vite, même s'il y a une charmante dame qui me fera signe quand ce sera presque la fin de me dire ah, maintenant, il faut s'arrêter. Mais pour autant, ça passe très très vite. Oui. Alors, si j'ai assez de fil, je continue. Sinon, je répéterai la question. Donc là, c'était une question qui concernait plus les animaux défunts. Donc effectivement, moi j'ai la capacité de le faire puisque j'ai la partie capacité médiumnique qui est développée. Après, tout le monde ne l'a pas, c'est-à-dire que j'ai des personnes des fois qui viennent et qui veulent s'inscrire à mon stage en disant mais tu fais avec les animaux défunts ? Et je dis non parce que ce serait le même protocole pour les animaux vivants que les animaux défunts. Mais je dis par contre, entraînez-vous et puis quand vous êtes à l'aise avec le protocole que je vous donne, là vous testez avec les animaux défunts. Si la personne a les capacités médiumniques de développer, elle va pouvoir communiquer avec cet animal-là. Si elle les a pas, et en général, la première question que je vais poser, c'est depuis que tu es sur Terre, tu as déjà perçu, vu, entendu, ressenti un défunt humain ? Et souvent, la réponse, c'est non. Donc c'est pour ça que ça marche pas avec les animaux défunts non plus. C'est vraiment, ça fait appel là aux capacités médiumniques et pas uniquement à la communication animale. Mais les animaux, une fois qu'ils sont décédés, ils n'ont pas besoin d'être aidés même à monter. Ça leur prend vraiment 10 minutes entre le passage où ils sortent de leur corps et le passage où ils arrivent sur l'entrée des plans de lumière. Voilà. Il n'y a pas du tout besoin de les aider. Pourquoi se manifeste-t-il alors ? Alors pourquoi ils se manifestent ? Sous forme défunte ou Alors en fait, ils se manifestent, ça va dépendre de s'ils sont restés sur les plans de lumière ou s'ils ont voulu redescendre à nos côtés en mode de gentil fantôme. Mais c'est des cadeaux, c'est des signes où oui. Non, c'est histoire de nous accompagner. C'est la même relation, c'est-à-dire l'animal n'est plus là physiquement, mais la relation a un petit peu évolué. Voilà. Merci. Oui, alors je pose le micro. Alors la question c'était qu'est-ce que je ressens moi quand je communique avec les animaux et puis un petit peu comment ça m'est venu tout ça. Ce que je ressens c'est vraiment une immense gratitude à chaque fois. Je les compte plus, j'en ai fait des centaines et des centaines, mais à chaque fois je trouve que c'est un immense cadeau qu'ils font de m'ouvrir la porte de leur âme pour me transmettre un peu leur message, même si c'est 3 fois rien, mais je me dis, il y a vraiment une relation de confiance qui s'est établie. Et ce qui est le plus beau, c'est que, en fait, même si l'animal, parce que la plupart du temps, je fais à distance sur photo, même si l'animal, je ne le connais pas, je prends un exemple tout bête, ça a été pour une minette d'une amie qui l'a récupérée, qui était traumatisée. Et donc, la minette ne sortait jamais de sous son lit, elle voulait jamais se montrer, même par rapport à des inconnus. Alors là, n'en parlons pas. Et donc j'ai fait la communication, ça l'a un petit peu apaisée parce qu'elle me dit ah oui par rapport à moi ça y est elle commence à sortir etc. Et finalement la première fois où je suis rentrée chez mon amie et que j'ai vu la minette, en fait elle me reconnaissait puisqu'elle est venue spontanément me voir. Et je dis ça y est en fait ça va vachement mieux puisque tu vois là au bout de 2 minutes elle sort toute seule, elle vient se frotter à moi, elle me dit elle me regarde avec des grands yeux de poisson, elle me dit mais elle a jamais fait ça avant. Parce que vraiment, l'animal nous reconnaît. C'est-à-dire que lui aussi sait interpréter et sait reconnaître notre signature vibratoire, notre carte d'identité. Et pour moi, qui ai un cursus quand même scientifique à la base,
Donc autant vous dire que j'ai quand même fait un grand écart. Ça a valeur de preuve. Tout le reste, même ce que je peux capter, et des fois, Dieu sait si ce que je capte, ça paraît un peu irréaliste. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure qui m'a vraiment marqué. Désolée pour certains, je me répéterai sans doute. Mais même si on me dit, même si le gardien me valide après en retour en me disant oui, c'est bon, ça c'est juste, ça c'est juste, ça c'est juste. Moi, je me dis toujours, non, peut-être qu'il me dit ça juste pour me faire plaisir. Donc même ça, pour moi, ça n'a pas valeur de preuve. Par contre, que physiquement, je constate avec mes yeux que oui, l'animal me reconnaît et il fait envers moi une sorte de signe distinctif, là, c'est banco. Là, ça a valeur de preuve. Et donc, alors l'exemple que je voulais vous donner, c'était, et ça explique aussi ma déontologie, c'est-à-dire que je suis très stricte sur le fait que je ne fais une communication animale que si c'est le gardien de cet animal qui m'en fait la demande. Pourquoi ? Parce qu'on va rentrer dans la vie privée de l'animal et par extension dans celle de son gardien. Il faut bien se rendre compte que l'animal, lui, il n'a pas les mêmes tabous que nous. Donc la nudité, la sexualité, les addictions, tout ça, lui, il voit pas en quoi c'est tabou. Et donc j'ai eu une fois une dame qui m'envoie un mail en me disant voilà, je m'appelle Madame Intel, voilà mon chat en photo, donc un chat noir. Elle me dit il a un souci de pelade à l'arrière-train, je voudrais savoir ce qu'il en est. Ok, thématique assez classique finalement. Et je commence à regarder la photo, donc tout était clean. Je démarre la communication et je vois l'animal, donc effectivement le chat en train de se lécher l'arrière-train. Et je lui dis qu'est-ce que tu fais ? Il me dit j'essaye d'enlever le mal. Je dis bon. Je regarde mieux la photo. Je dis non, il y a strictement rien qui lui tourne autour. Je dis non. Je dis mais qu'est-ce que tu fais ? Il dit, mais j'essaye d'enlever le mal. Et puis je sens qu'il commence un peu à s'énerver. Donc je me dis, je ne vais pas reposer la question de la même manière, parce que sinon il va me fermer la porte au nez. Donc je lui dis, est-ce que tu peux m'expliquer différemment ? Et là, je me retrouve projetée. Je regarde un peu. Ouais, c'est bon, il n'y a pas d'enfant. Je me retrouve projetée dans une scène de film X. C'est-à-dire, je vois une dame à califourchon sur un lit, donc toute nue. Alors heureusement pour moi, les protagonistes étaient de dos. Et un monsieur, pareil, tout nu sur le lit, et j'entends la dame dire vas-y chérie, fais-moi mal. Et là, je me dis ok. Et donc le chat ralentit un petit peu la scène de vie sur le fais-moi mal. Et je comprends qu'en fait, le chat essaye de soulager ce qui est supposément sa gardienne de ce fameux mal. Donc je lui dis c'est bon, je ne suis pas payée pour voir ça, merci, j'ai compris, j'ai fait le lien. Et donc j'ai passé un certain moment à lui expliquer, à lui dire c'est une sorte de jeu de rôle, t'inquiète pas, tout va bien, c'est ok, c'est juste pour rigoler, pas de crainte à avoir, tout est ok. Le plus dur a été de faire le compte-rendu. Parce que la dame ne s'attendait certainement pas à ça. Donc j'ai démarré en lui réexpliquant que je me mettais au même titre que de l'animal, donc dans l'amour inconditionnel, donc que je ne jugeais pas. Ça lui appartient, elle fait ce qu'elle veut. Mais clairement, moi, mon gros point d'interrogation, c'était les personnes que j'ai vues, est-ce que c'est bien elle et est-ce que c'est bien son mari ? L'animal me transmet une information, je pars du principe que le gardien est OK pour la recevoir. Donc je transmets tout. Donc j'ai transmis. J'ai dit, voilà, j'ai vu une dame, tel gabarit, telle coupe de cheveux, dans la chambre à coucher, avec un monsieur, tel gabarit, telle coupe de cheveux, en croisant les doigts que ce soit le couple légitime. J'ai dit, voilà ce qui s'est passé, et donc votre chat, en fait, considère que vous avez réellement mal, ou que la dame en tout cas a réellement mal, et donc il essaye de soulager, il essaye d'aider. Et je lui dis, j'ai pris le temps de lui expliquer, normalement c'est bon. Après, je vous conseille quand même de faire la partie galipette avec la porte fermée et que le chat ne soit pas présent. Il m'a fallu quand même 3 semaines pour avoir un retour. D'habitude, c'est plus rapide. Et donc, je gérais le téléphone encore à cette époque-là. Et donc, coup de fil 3 semaines après. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une très mauvaise mémoire. Voilà, il y a des trous un peu partout. Et donc, elle me dit, oui, c'est Madame Intel. Oui. Elle me dit, le chat noir avec la pelade. Oh, oui.
Voilà, et j'ai répondu comme ça. Et quand je me suis entendue le dire, je me suis dit, ouais, là, elle va percuter que c'est pas le chat que je revois, mais la scène de vie. Et effectivement, et donc ça a été d'une traite, ça a duré que quelques secondes. Elle m'a dit, je suis terriblement gênée que vous m'ayez vu dans cette position avec mon mari, mais et si j'avais pu, je me serais cachée dans un trou de souris, mais je me suis sentie obligée de vous appeler pour vous dire merci, les poils repoussent. Et elle a raccroché. Moi, j'étais soulagée que ce soit bien le couple légitime, et surtout que le chat aille mieux. C'était le but. Le but, c'est quand même que ça aille mieux pour l'animal. Mais comme quoi, oui, je termine juste, madame. Comme quoi, on peut vraiment avoir accès à des choses intimes. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, c'est obligatoire d'avoir l'accord du gardien, même si c'est l'animal de son parent proche, de son fils ou de sa fille, s'ils sont majeurs. Non, il faut que ce soit eux leur accord. Et je vous assure que sur 10 demandes où on va me faire pour une personne proche ou de l'entourage proche, quand je dis oui, dans ces cas-là, même si elle est d'accord, qu'elle m'envoie un petit mail ou un petit message sur le téléphone et puis je le saurai. Oui, pas de souci, pas de souci. 9 fois sur 10, je l'ai pas, cet accord. C'est-à-dire 9 fois sur 10, j'attends pour rien. Donc maintenant, j'attends plus en fait. Et quand il y a la 10e fois qui arrive, c'est là où je suis surprise de me dire ah oui, j'ai vraiment l'accord. Et pareil, le compte-rendu ne sera transmis donc sous forme écrite, soit de A à Z, soit sous forme par mail, mais avec un fichier audio téléchargeable, pour être sûr de ne rien zapper du compte-rendu et de pouvoir réécouter ou relire quand on le souhaite. Et je ne transmets ça qu'au gardien de l'animal. Après, il en fait ce qu'il veut. S'il veut le transmettre à d'autres, il peut. Voilà. Oui. Excusez-moi, mais comment comprendre que cet animal, même s'il a mal interprété, mais comment se fait-il qu'il était malade en fait? Il a somatisé. Alors en fait là, il a essayé de somatiser pour soulager sa gardienne. Mais comme elle n'avait pas réellement de douleur, en fait, lui c'est ça le rendait un peu fou parce qu'il disait mais j'essaye d'enlever le mal mais je retrouve rien donc j'essaye un peu plus. Si c'est dans le cadre d'une vraie maladie, c'est de son libre arbitre. C'est-à-dire que l'animal a forcément ce rôle d'alerteur. Donc de dire, attention, là, il y a peut-être un truc à regarder. Si je prends l'exemple d'une personne qui ne veut pas voir quelque chose dans son environnement ou dans son lieu de vie, ou qui ne veut pas voir qu'il y a un collègue ou une collègue qui est pas positif pour elle, va se mettre des œillères, et peut-être que l'animal va avoir un souci au niveau des yeux. Donc ça, c'est le côté alerteur. Après, c'est leur libre arbitre de prendre plus ou moins ce côté maladif. C'est-à-dire qu'on a des animaux qui vont nous dire « Ah non, moi c'est passé très vite, c'était juste histoire qu'elle soit au courant, mais c'est pas parce que moi ça va mieux qu'elle a pu à bosser. » Voilà. Et on a d'autres animaux qui, eux, c'est leur choix aussi, d'essayer d'accompagner au mieux leur gardien et qui vont prendre la maladie réellement, qui vont essayer de soulager au mieux, de tomber peut-être malades eux aussi à leur tour et peut-être même d'aller jusqu'au décès de l'animal, mais ça leur appartient. On ne force rien, c'est pas le gardien qui a à culpabiliser de ça, c'est vraiment l'animal qui choisit. Oui, ouf, ça y est, ça démarre. Alors, je vais prendre là d'abord, ensuite monsieur, et puis madame. Alors, je ne sais pas trop comment je vais vous formuler la question, mais en gros, c'est de savoir comment l'animal, là notamment par exemple le chat, a perçu tout ce que j'ai pu lui transmettre. En gros, comment l'information elle passe. Alors, j'espère que tout le monde va pouvoir voir. Donc, je vous ai dit, nous quand on fait la com, bon, l'animal le plus simple à dessiner, voilà, c'est un poisson. Nous, on est là. Donc, c'est comme si on se branchait en tant que poste de radio sur la fréquence de l'animal. Donc là, c'est le lien, c'est... voilà. On vous verra en vous relevant, sinon. C'est comme si on se branchait sur l'animal.
Et donc nous, on va capter l'information, donc qui va être transmise sous forme d'ondes. En fait, ce sont des ondes qui sont transmises. Et l'onde, après, elle va être traduite, donc soit sous forme visuelle, ceci est un œil, soit sous forme auditive, ça c'est une oreille, avec beaucoup d'imagination, soit sous forme ressentie. Ceci est une main. Je réviserai mon anatomie pour la prochaine fois, je vous promets. Et finalement, qu'est-ce qui va faire que d'une onde, alors c'est valable dans un sens comme dans l'autre, mais qu'est-ce qui va faire que l'onde va être transmise sous ces formes-là? C'est parce que là, et là, pour l'animal, on a un outil formidable qui marche tout seul, qui s'appelle le cerveau. Normalement, ça marche chez tout le monde. Et ce cerveau, en fait, il va faire la traduction systématiquement. C'est-à-dire que, comme s'il était une feuille calque, il va aller mettre cette empreinte dessus et il va chercher le calque qui est le plus approchant dans notre base de données. C'est-à-dire que là, si l'animal nous envoie « j'aime bien manger », donc sous forme d'onde, on va avoir peut-être pour ceux qui ont une base de données surtout visuelle, on va voir que l'animal, il aime bien manger, il aime bien la bouffe, on va voir les croquettes, la pâtée, etc. Si c'est plus sous format auditif, eh ben, ça va être de l'entendre manger ou le bruit des croquettes quand on les verse dans la gamelle. Et ressenti, ça va peut-être être j'ai toujours le ventre qui gargouille. Donc on va capter ça à la place de l'animal. Et inversement, l'animal en fait va percevoir tout ça aussi de son côté. C'est-à-dire quand je disais non, c'est qu'un jeu, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, je lui transmettais alors en forme ressentie, donc de l'émotion, comme quoi c'était apaisant, comme quoi il y avait zéro crainte, tout allait bien, tout était serein. Je lui transmets ça et l'animal de l'autre côté, avec la vision de la scène de vie, se dit « Ah, ok, la scène de vie est associée au côté apaisant, donc je comprends que je n'ai pas à en faire de cas particulier. » Alors, j'avais dit... Alors, je prends juste la dame parce que c'est par rapport en lien au dessin que je viens de faire. C'est une parenthèse. Par rapport à votre dessin, si on reprend, si on transpose le dessin et que l'animal est décédé, comment faites-vous? Je comprends pour le cerveau, puisque vous, mais si l'animal est décédé, il n'a plus de récepteur, le cerveau est mort. Mais c'est l'âme, c'est avec l'âme avec laquelle on communique. C'est-à-dire que l'âme, après, même s'il n'y a plus le cerveau, il y a quand même les souvenirs, il y a quand même le caractère qui est toujours là, il y a quand même tout ça. Et après, en médiumnité, oui, c'est le cerveau qui traduit quand même. Alors, la question est très intéressante, en tout cas à mon sens, est en rapport avec le thème de l'Égypte ancienne où dans les pas les cercueils mais les tombeaux, voilà, on enfermait également le chat avec l'humain qui l'accompagnait. Faut savoir que les chats en fait sont tous médiums, ils ont tous la capacité de voir l'au-delà. Donc on a forcément cette image de la sorcière avec le chat. C'est pas anodin, c'est parce que vraiment le chat il a cette capacité à voir l'au-delà. Et effectivement on retrouve ça aussi dans les croyances par rapport à l'Égypte où on pensait que le chat allait aider au passage. Bon, il n'allait pas forcément aider le pauvre, mais il a péri quand même beaucoup. Ceci dit, j'ai à peu près un tiers des cas pour des problèmes de comportement où le chat va me dire, en se prenant un petit peu de haut quand même, on va me dire, je me souviens du temps de la pharaonie, où j'étais placée quand même un peu là-haut. Donc il y a quand même une mémoire qui est présente, mine de rien. Ouais. Voilà. Après, j'en sais pas plus. C'est vrai que j'ai pas creusé forcément le sujet, mais en tout cas, il y a quand même ce lien où le chat est systématiquement médium.
Le chien, pas systématiquement. Le cheval est plus dans un côté hypersensibilité. Ils ont plus facilement un accès aussi à être animal un peu thérapeute. Mais vraiment, les chats, ça c'est une généralité. Tous les chats sont médiums. Et c'est pas, je pense que tous ceux qui ont eu au moins un chat dans leur vie pourront confirmer. Mais ça nous est tous arrivé d'avoir notre chat qui regarde bêtement en l'air et puis d'un coup, comme s'il avait vu quelque chose passer. On est d'accord. Alors, il y avait une question là-bas. Ouais. Alors, 2 questions. La première, plus branchée spirituelle. La deuxième, plus terre à terre. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. La première, concernant la réincarnation. Alors, effectivement, nous, en tant qu'humains, on est dans un cycle de réincarnation. Les animaux aussi. Il faut savoir qu'il y a un cycle logique quand même. Il y a un suivi logique. C'est-à-dire, d'abord, on va tester tout ce qui est... alors, je parle que pour les âmes terrestres. Mais on va quand même rester un peu terre à terre. Pour les âmes terrestres, on démarre d'abord le circuit avec le cycle minéral. C'est-à-dire on va tester la présence. Après, on passe au cycle minéral. Purée, ça y est, je fatigue, je suis désolée. Donc minéral, on teste la présence. Ensuite, le cycle végétal, où on va tester les mouvements, des prémices de communication. On teste ensuite le cycle animal, où là, on a en plus les émotions qui viennent. Et après, on est au cycle humain. Voilà, il y a une suite logique. Bon, il y a d'autres choses aussi après le cycle humain, mais c'est pas le sujet du jour. Et donc forcément, dans ce cycle animalier, il y a aussi la réincarnation. C'est-à-dire qu'un animal, il va pas faire une seule vie en tant qu'animal. On va avoir, le but, c'est pour n'importe quelle âme, c'est d'apprendre. Donc le but, c'est de tester un petit peu tout. Donc, il va tester en tant qu'animal sauvage, il va tester en tant qu'animal de collectivité. Ce que j'appelle de collectivité, ça va être par exemple les abeilles, les fourmis, quand il y a vraiment un effet de groupe. Il va tester aussi d'être l'animal domestique. Et ça, souvent, il va le tester à la fin de son cursus. Pour commencer à prendre un peu en compte, tiens, l'humain, je vais m'en rapprocher parce que c'est ce qui va venir après. Donc, je vais le côtoyer, je vais un petit peu analyser, etc., etc. En communication animale, ça peut ressortir. On peut savoir à peu près, selon ce que l'animal souhaite bien nous dire, parce qu'on est toujours tributaire de ce que l'animal nous transmet. On n'est pas devin. Et donc, l'animal peut nous dire, là, je teste un peu, j'ai du mal avec mon corps parce que je suis en début d'incarnation, donc je patauge un petit peu. On peut avoir, au contraire, un animal qui va être avec une conscience très, très élevée et qui saura nous dire que non, c'est ma dernière incarnation, voilà, là je suis spécifiquement pour telle personne, etc. etc. Voilà. Et la deuxième question... Ouais, attendez. Ah oui, merci. Voilà, quand je disais que j'ai pas de mémoire... alors ça m'est quand même positif parce que quand je fais des suivis vétérinaires, par exemple avec des vétérinaires, que tous les 15 jours je dois refaire une communication avec un animal pour savoir comment il va, au moins je ne m'auto-influence pas parce que je sais ce que je fais à l'heure actuelle, mais je ne sais plus ce que j'ai pu avoir 15 jours plus tôt. Donc il y a quand même un effet positif. Et donc oui, le cas urinaire... combien de temps, ou même n'importe quel cas en fait, combien de temps ça va prendre pour faire effet entre la communication et le résultat concret. Cas urinaire, tout va dépendre parce que s'il y a un souci quand même médical derrière, il faudra le traiter. C'est pas par la communication animale où on aura un truc qui va marcher direct. Mais si c'est un problème de marquage par exemple, et que l'animal veut bien être sympathique et puis corriger un peu la donne, c'est-à-dire peut-être qu'il a transmis son message, donc maintenant il est OK pour revenir un peu dans les clous, ça peut être très rapide. C'est-à-dire que vraiment, même sous 24 heures, on peut avoir une différence.
Ça m'est arrivé d'avoir, alors c'était pas un cas urinaire, mais c'était un chien qui devait être adopté par une famille, donc il l'avait en famille d'accueil, mais qui avait déjà plein de chats chez elle. Et le chien, en fait, n'arrêtait pas de courser les chats. Donc ça posait un peu problème à la personne, parce qu'elle dit, oui, mais moi je tiens à mes chats quand même, donc s'il continue de les courser et qu'il essaye de les choper, il y a un moment, non, je vais le redonner au refuge, je pourrais pas l'adopter. Donc j'ai transmis au chien, je dis, mais t'aimes bien cette famille? Ah oui, 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 oui. J'ai dit, mais tu souhaites rester avec? Oui, 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 oui. J'ai dit, mais et les chats? Oh, c'est rigolo, on peut les courser, etc. Ok. Je dis, mais en fait, non. Si tu les courses, tu pourras pas rester dans cette famille. J'ai dit, si tu les courses, tu vas retourner au refuge, tu auras une autre famille. Si tu veux rester avec celle-ci, il faut que tu sois tranquille avec les chats, il faut que tu les laisses tranquilles. J'ai dit, maintenant, tu sais ce qu'il en est. Je t'ai fait le topo de la situation, donc à toi de choisir, à toi de voir. C'est-à-dire, je ne force jamais rien à l'animal. Ça, je ne fais pas. Et donc, dès le lendemain, la personne m'a envoyé un mail en me disant, c'est incroyable parce que cette nuit, je ne sais pas comment ils se sont dépatouillés, mais la porte est restée entrouverte. Elle dit, on a eu peur du coup pour les chats. Et elle dit, en fin de compte, quand on a regardé, il y avait le chien couché dans le panier et tous les chats qui étaient couchés autour. Donc, ça peut être très rapide. Après, tout dépend vraiment du bon vouloir de l'animal. Je ne forcerai jamais l'animal. Même si c'est le gardien qui me règle, parce que si j'étais payée en croquettes, j'irais pas très loin, mais je reste au service de l'animal. Oui. Oui, à distance. Je préfère, moi, faire les communications à distance pour 2 raisons. Déjà, d'une part, je ne vais pas être influencée. Parce que, admettons, si je vais chez la personne et qu'elle me dit « Oui, mon chien, il a un problème de boiterie, ou il a un problème de santé, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ?» Et que je vois le chien arriver en boitant, je n'ai pas démarré à faire la communication animale, que mon cerveau, en fait, il va commencer à réfléchir à plein de réponses possibles. Le but, c'est justement de le mettre en off. Et deuxième point, en fait, quand je vais chez les personnes, parce que ça m'est arrivé quand même, mais quand je vais chez les personnes pour faire une communication animale, j'en entends 2. J'entends l'animal, qui sait qu'il est un peu surveillé parce qu'on attend quelque chose de lui. Donc ça va être très timide. Ça va être, qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Est-ce que je peux tout exprimer? Et le deuxième, c'est le gardien, qui est très en demande, donc vraiment avec une forte présence et en boucle. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Même s'il est dans la pièce d'à côté. Donc, histoire de ne pas entendre le gardien, c'est pour ça que je fais à distance. Parce que comme ça, je sais que je suis tranquille. Le gardien, il ne peut pas être en alerte H24. Donc, je suis tranquille et il n'y a plus que l'animal à canaliser. Et avec les moustiques, je vous oriente vraiment sur le message simple. Donc, comme je vous disais, sur la chaîne YouTube, vous tapez YouTube Anne-Laure Dallet. Et puis, vous allez tomber sur le tutoriel message simple. Vous demandez tutoriel message simple, vous tapez Anne-Laure Dallet. Normalement, tous ces mots-clés combinés, vous tomberez sur le petit protocole justement pour communiquer notamment avec les moustiques. Et là, les moustiques, je me rappelle d'une fois où c'était à un stage d'une personne dont je t'avais parlé, Serge. Et on était à 3 dans une chambrée et d'habitude, je suis toujours la cible favorite. Et la personne qui dormait dans le lit à côté me dit « Oh là là, mince, il y a un moustique qui fait que de m'embêter. Anne-Laure, tu peux pas faire quelque chose ?» Et je me suis dit « Pour une fois que c'est pas moi, c'est pas sympa, mais bon. » Je me suis dit « Pour une fois que c'est pas moi qu'on embête, je lui laisse. » Et ça n'a pas loupé. 2 minutes après, le moustique, il change de lit, il vient sur moi. Et là, je me dis « Bon, tant pis, c'est pour ma pomme. » Et donc, le moustique, je le vois qui me tourne autour. Et je me dis « Bon, là, je peux pas y échapper, de toute façon. » Donc je commence à lui envoyer justement un message simple, lui dire voilà, je souhaite que tu me laisses tranquille et si tu fais ta part de marché et que tu me piques pas, du coup moi de mon côté je ferai le nécessaire pour te laisser ressortir dehors vivant. Et donc je sais pas faire tomber le truc et je tape un grand coup comme ça des mains à côté du moustique et je lui dis et tu vois ça c'est ma détermination à dormir tranquille. Et le moustique, croyez-moi ou non, peu importe. Mais je vous dis ce qui s'est passé. Le moustique, il est allé se poser directement sur le mur à côté de ma tête. Alors bon, j'étais pas certaine qu'il soit une personne, ou un être de confiance. Donc j'ai quand même attendu 5 minutes.
J'ai vu qu'il bougeait pas, j'ai éteint. Et ben, le lendemain matin, quand j'ai rallumé, non seulement j'étais pas piquée, mais il était toujours au même endroit. Donc après, c'était à moi de faire ma part du deal, c'est-à-dire que je l'ai pris entre les mains et puis je l'ai fait sortir par la fenêtre et j'ai dit « Vas-y, les chambres d'à côté, tu peux par contre. » Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, en ce qui concerne les vétérinaires, il y a de tout. Il y en a qui, effectivement, sont très ouverts à ça. Et donc, j'arrive même à les former parce qu'ils s'inscrivent en stage. Et donc, je forme des vétérinaires. Je forme des assistantes vétérinaires. Parce qu'il y a des cliniques où, effectivement, ils ont cette ouverture d'esprit. Et donc, ça amène un très bon complément aussi pour cerner un animal qui aurait un comportement un peu différent à la clinique, par exemple, que s'il était dans son environnement classique. Puisque là, tant que l'animal est dans la clinique, le responsable légal, ça va être le vétérinaire. C'est-à-dire que là, il pourra justement accompagner, par exemple, pour un post-opératoire, un truc comme ça. On a des vétérinaires qui sont ouverts, mais qui ne veulent pas forcément se former, qui n'ont pas le temps pour, etc. Donc, qui arrivent à me faire appel. Donc là, c'est du travail en commun. Et on a malheureusement des vétérinaires qui, même quand je leur amène la plaquette, me déchirent la plaquette sous le nez en me disant non, ça c'est n'importe quoi, merci, au revoir. C'est pas grave. Je me dis, j'ai au moins planté la graine, comme quoi ils vont entendre parler de communication animale, et puis ça fera son petit bonhomme de chemin. Si c'est pas avec moi, ça sera peut-être avec quelqu'un d'autre, peu importe. Je sais que j'ai fait ma part du contrat, en tout cas. Ce que madame me demande, c'est est-ce que ce serait pas quelque chose de positif finalement de travailler non pas seulement avec les cliniques vétérinaires, mais également avec des éleveurs pour éveiller un peu tout ce domaine-là, et puis que ça fasse par effet boule de neige finalement une répercussion et un éveil des consciences plus massif, notamment pour les industries plus industrielles, enfin industrielles, mais pour les élevages vraiment industriels en gros. C'est pas mon créneau. Voilà. Clairement, moi, je sais que je suis trop sensible pour même les transports vers l'abattoir. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois de suivre soit en voiture, soit à pied, parce que j'avais un camion qui passait, ou de doubler. Et puis finalement, à un moment, je me trouve à doubler un camion et je me mets à pleurer. Je sais même pas pourquoi, alors que je suis en train de conduire. Je me dis tiens, il pleut à l'intérieur. Bon, ok, qu'est-ce qui se passe ? Une profonde tristesse. Et en fait, non, c'est parce que je suis en train de doubler finalement un camion qui va vers l'abattoir. Je pourrais pas. Clairement, je pourrais pas. Je préfère laisser ça à quelqu'un d'autre. Ça me dérange pas du tout. Je sais pas combien on est en France ni dans le monde à faire ça. À mon sens, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas seulement la technique ou la façon de faire qui va être intéressante pour quelqu'un, qui va être demandeur de cette pratique-là ou de cette prestation-là. C'est aussi la personne qui on est, en fait. Donc, même si je présentais la même chose que mon voisin,
finalement, on n'est pas les mêmes personnes, donc on va pas vibrer pareil, on va peut-être pas avoir le même discours non plus, la même déontologie, le même vécu. Donc il y a de la place pour tout le monde. Moi, je suis dans une optique où vraiment il n'y a pas de concurrence de ce côté-là. Mais ça, c'est pas mon créneau. Je sais que je pourrais pas. Déjà, en accompagnement de fin de vie, quand j'ai ce type de prestation à faire, je ne fais que cette prestation dans toute la journée. Parce que ça m'impacte, même si c'est pas mon animal. Enfin, émotionnellement, c'est très très impactant. Parce que c'est un choix aussi que j'ai fait, hein, de laisser ouvert aux émotions. Et clairement, j'ai les temps de la communication, j'ai autant de peine que finalement le gardien de l'animal. C'est comme si moi je perdais aussi mon animal. Donc aller dans les élevages, sachant pertinemment ce qui vient derrière, non, moi je peux pas. Après, à d'autres pourquoi pas, mais moi je pourrais pas. Après, ça n'appartient qu'à moi. Oui, alors monsieur, vous, et puis la dame après. Donc principalement des questions sur les cas généraux. Si c'est des cas particuliers, je vous invite plutôt pour aller sur le stand, me retrouver ou retrouver. Normalement, je dois avoir 2 anciens élèves qui sont à m'accompagner sur le stand, qui pourront peut-être vous aiguiller aussi. Oui, moi c'est la différence que vous expérimentez entre les communications envers les animaux vivants et les animaux défunts. Est-ce que c'est le même type de message, le même type de communication? C'est quoi les grosses différences en fait? La grosse différence entre les animaux vivants et les défunts au niveau des messages, c'est que les animaux défunts, on va principalement avoir soit des messages d'amour envers leur gardien, soit des conseils pour que leur gardien il arrive à continuer à aller de l'avant. Et souvent, le message qui revient principalement, c'est de ne pas culpabiliser. Notamment par rapport à la fin de vie, s'il y a une euthanasie ou que le gardien se dit mince, j'ai pas pris conscience qu'il était aussi malade que ça, je l'ai peut-être pas bien accompagné, etc. Vraiment, le message principal, c'est ne pas culpabiliser. Parce que eux, me disent systématiquement, mais pourquoi ils disent pourquoi vous vous auto-flagellez? Donc pourquoi on s'impose cette culpabilité alors que c'est concernant quelque chose qui est passé et qui n'a plus d'incidence maintenant. C'est-à-dire que pour eux, effectivement, la piqûre, c'est quelque chose de passé et maintenant, ils sont sur les plans de lumière. Donc pour eux, tout va bien, donc ils comprennent pas pourquoi nous, on reste encore dans de la tristesse alors que, il y a 0 répercussion derrière. Ça, c'est vraiment un message qui est systématique. Systématique. Alors que les animaux vivants, on va être principalement sur le présent. Puisque eux, même s'ils ont la notion des souvenirs et aussi du futur, parce qu'ils ont parfois certaines attentes. Je prends l'exemple typique, c'est un animal en refuge. On peut lui demander quel a été son passé, on peut lui demander quelles sont ses attentes, quelle famille il souhaiterait avoir. Eux, ils sont plus dans le présent. Les animaux vivants, c'est là j'ai mal à tel endroit, ou là j'ai faim, là je me sens super bien, là c'est génial, j'adore cet environnement, etc. Il n'y a pas forcément, hormis si l'animal vraiment il est déjà dans une certaine connaissance et qu'il est déjà dans une certaine évolution. Sinon, on ne va pas avoir de message aussi spirituel, si je peux dire, mais en tout cas aussi probant d'un point de vue recul, en tout cas sur les situations. Et madame. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les animaux sauvages et les animaux domestiques ? Clairement, oui. À la fois dans le message, comme à la fois dans la façon de le contacter. Puisque l'animal sauvage, comme son nom l'indique, il est sauvage, c'est-à-dire que avant de s'incarner, dans sa feuille de route, son cursus, il n'a pas forcément décrit qu'il allait côtoyer l'être humain.
Donc là, il va falloir avoir une approche vraiment hyper respectueuse et mettre une certaine distance pour qu'il soit un peu rassuré. Parce que si on approche de lui, par exemple, en avançant comme ça d'un pied déterminé vers l'animal, bah, c'est comme si vous aviez face à vous quelqu'un qui fait 2 mètres sur 3 et qui approchait à grande vitesse d'un pas déterminé. Vous allez vous dire je reste pas là, hein, je repars vite fait, je vais me planquer. L'animal, c'est pareil. Donc c'est pour ça que pour un animal sauvage, il y a vraiment des petits conseils qu'on voit en stage pour apprendre à communiquer avec eux. Et on n'a pas un dialogue aussi complet qu'on pourrait avoir avec un animal domestique. Ok. Et les animaux domestiques, bah, eux, on peut rester en moyenne en communication peut-être 1 heure, 2 heures. En général, je m'arrête au bout de 2 heures maximum parce que je commence à fatiguer, mais c'est leur mode de communication habituel. C'est juste que eux, ils ont pris la décision de côtoyer l'humain alors que les animaux sauvages, non. Une dernière question. Vous communiquez toujours à 100% avec les animaux ou il y a des animaux qui refusent de communiquer avec vous? Alors, est-ce que tous les animaux, finalement, acceptent une communication animale ? Il faut savoir qu'en général, quand on me demande une communication animale, c'est que le gardien, inconsciemment, a perçu la demande de son animal. Tu lui as dit, mais là, il y a un truc que j'essaie de te dire, tu comprends pas, trouve un moyen. Et donc, l'humain se dit, ah, tiens, si je faisais appel à une communicatrice animalière. Donc, l'animal, je dirais dans 99,99% des cas, oui, il est disponible et disposé à discuter. Après, le seul petit cas peut-être où il ne sera pas disponible, ça va être en nocturne si son âme elle est déjà en train de travailler sur autre chose, mais c'est très très rare. En général, ils sont partants. Vite, vite. Oui. Avec les primates, qui nous ressemblent plus qu'avec les autres animaux, par exemple. J'ai pas fait, donc je pourrais pas vous dire si avec des primates il y a quelque chose de nuancé, de différent. Je préfère être honnête, je l'ai pas fait, donc je saurais pas vous dire. Merci à vous. Et si vous avez d'autres questions, merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me retrouver sur le stand. Merci. Bonne conférence pour ceux qui restent à la suivante.